Voilà, on va continuer à en parler avec nous sur ce plateau. Madame Léa Goldin, la maman de Hadar Goldin, le soldat disparu dans la bande de Gaza au cours de l'opération Bordure Protectrice. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Et Alon Eviatar, colonel de réserve, expert des affaires palestiniennes et en terrorisme. Merci également à vous d'être avec nous sur ce plateau. Léa Goldin, ma première question, elle s'adresse à vous. Est-ce que vous vous sentez trompé par Benjamin Netanyahou et le gouvernement israélien? Énormément. Me sentir trompé n'est pas suffisamment fort pour décrire ce que je sens. On nous a menti tout au long du chemin depuis 5 ans et demi, depuis le 1er août 2014, où le Premier ministre Benjamin Netanyahou a envoyé Hadar à Gaza et Hadar, 2 heures après le cessez-le-feu, a été enlevé et on ne l'a pas ramené. On ne l'a pas ramené pour des tas de raisons fausses et le plus grave à nos yeux, après que nous ayons eu des résultats internationaux au niveau humanitaire pour Hadar. Hadar est considéré comme décédé. Il y a 1 an, on nous a promis et nous avons une déclaration par écrit avec le symbole de l'État d'Israël qu'il n'y aurait pas d'accord sans le retour des soldats. Il y a 1 mois, un peu plus, nous l'avons rencontré au bureau du Premier ministre en présence de nombreuses personnes. Il a à nouveau dit et souligné cette promesse qu'il n'y aurait pas d'accord sans le retour de Hadar et Oron, les soldats disparus, et il disait qu'il ce seraient les projets les plus importants et que les choses seraient reliées. Et ce qui nous arrive ces derniers temps, depuis la semaine dernière, eh bien, c'est que tout s'effondre autour de nous, comme si on ne nous avait rien dit, rien promis, comme si on disait des bêtises et ne comprenait rien à la situation. Je vous garantis qu'on comprend très bien la situation. Notre situation, c'est que Hadar, qui était un officier brillant de Givati, a été envoyé par Israël pour se battre. Il a été enlevé par le Hamas. On a défini qu'il était mort. Israël ne veut pas libérer de terroristes, mais Israël, chaque jour aujourd'hui, dépense des milliards sur Gaza, leur fait passer de l'argent, leur construit des hôpitaux, les permet d'exporter des fraises à travers le monde entier, fait venir des soldats, des travailleurs en Israël. Tout va bien, il n'y a pas de problème. On veut que Gaza devienne Singapour de notre point de vue, mais on ne peut pas leur donner tout cela sans recevoir et sans demander ne serait-ce nos soldats. C'est comme si c'était hors sujet, c'est ce qu'on nous dit. Et le pire, c'est de découvrir qu'il y a eu une rencontre chez le ministre de la Défense Bennett qui dit mais non, ça n'a aucun rapport. Et le chef d'état-major, la même chose. Alors avec qui peut-on parler? Avec qui pouvons-nous parler? Je crois que toute mère qui a aujourd'hui un soldat sur le front à Gaza doit savoir que son fils, s'il rentre à Gaza, ne reviendra pas. Parce que aujourd'hui, c'est ça, cette crise des valeurs, de la confiance dans le pays, de cette alliance entre l'État et ses soldats qui sont l'armée du peuple, cette alliance sacrée avec les familles, cette alliance sacrée et cette valeur juive première de ramener votre enfant pour l'enterrer en Israël. Et de ce point de vue, Hadar est prisonnier à Gaza et nous sommes une famille prisonnière aux mains de nos forces. Alon, quand vous entendez Léa Goldin s'exprimer de la sorte, dire que l'État d'Israël brade ses valeurs, que l'État a concédé beaucoup au Hamas et qu'il ne reçoit rien ou très peu en échange, c'est toujours le sentiment qui prévaut lors de ce genre de négociations où là c'est très particulier. Je pense que Léa Goldin ici, de manière extrêmement émouvante, dit et décrit ce chemin de souffrance qu'une famille israélienne comme la sienne peut vivre. Et quand on parle de réalité, la manière dont les choses se sont faites entre Israël et le Hamas, avec les diverses intermédiations, eh bien nous voyons la création déclaratoire et l'intention et les demandes israéliennes après bordure protectrice et jusqu'aujourd'hui faite par Israël au Hamas. Israël, à l'époque, a exigé le retour des soldats enlevés et des citoyens retenus comme première condition pour arriver à un accord régional. Et peu à peu, au fil du temps, cette condition, qui est une valeur nécessaire et vitale, pas seulement pour les familles, mais comme valeur nationale, eh bien, cette condition est allée disparaissant, est allée s'effaçant. Et aujourd'hui, Israël négocie avec le Hamas pour arriver, si on arrive à un accord,
d'accord sur des sujets en rapport avec l'amélioration de la situation civile et sécuritaire dans la région. Et il y a un fossé énorme, il faut le dire honnêtement, entre les accords du Hamas et les accords israéliens, ou les exigences des deux parties pour arriver à un accord. Et pour l'instant, il y a un fossé important entre les deux parties, mais il y a surtout, je pense, beaucoup de bruit dans la presse, et ce n'est pas forcément dans les médias, la réalité qui transparaît dans la réalité d'un accord auquel on arriverait, qui serait limité dans le temps, dans l'espace, dans ses possibilités de réalisation du côté du Hamas à Gaza. Et sans aucun doute, cet obstacle si important que Mme Goldin a représenté de manière très claire, et qui était un obstacle à l'époque, a été mis de côté, ce retour des soldats, et Israël effectivement a laissé cela de côté, et je pense que c'est fortement regrettable. La souffrance est familiale, personnelle, mais nationale aussi, parce que c'est aussi familial et aussi national. La souffrance de la famille Goldin et la souffrance non seulement de la famille Goldin, mais de tous les soldats d'Israël, parce que c'est intolérable qu'un tel cas se reproduise, et c'est bien, cela va bien plus loin que le cas privé et personnel de la famille Goldin. Sans l'ombre d'un doute, cela n'est pas à remettre en question, c'est quelque chose qui doit être à la tête des priorités nationales de ce pays, et ça n'est malheureusement pas le cas. Et comment vous l'expliquez, ça, ce revirement de la part du gouvernement? Léa, je vous poserai la question dans quelques instants aussi. Comment on l'explique? Je ne connais pas les secrets, mais je ne peux qu'estimer que dès le départ, Israël a posé cela comme condition, et petit à petit, quand Israël a compris que ça n'était pas réaliste du point de vue des capacités de réalisation dans un accord entre les parties d'y arriver, Israël peu à peu a laissé cela de côté comme condition sine qua non. Et il faut se souvenir, je parle du côté palestinien, les Palestiniens ont fixé et ont laissé fixer la demande de la libération de prisonniers, une longue liste de terroristes qui sont dans les geôles israéliennes. Israël n'est pas prêt à répondre à cette demande, et donc nous sommes dans un fossé, dans des écarts très importants entre les parties, et donc c'est probablement la seule option pour faire revenir les soldats en Israël. Et c'est exactement cela le problème, ça n'est pas la seule option, c'est exactement le paradigme dans lequel on est bloqué. Ces 30 dernières années, pour rendre des soldats otages, c'est par la libération de terroristes avec les mains ensanglantées. C'est stupide, c'est faux. Quand on a commencé en 2014 notre combat, on a dit qu'il fallait changer ce paradigme. Au lieu que le Hamas enlève nos soldats et nous dise ce qu'ils veulent pour les récupérer, pour nous les rendre, c'est nous qui devons fixer le prix de ce que ça coûte dès le départ d'enlever nos soldats. Et c'est quelque chose qui est possible, c'est faisable. On peut le faire parce que Gaza ne peut pas vivre un jour sans le soutien international. Et c'est juste un cessez-le-feu humanitaire dont étaient les garants les États-Unis, l'ONU et l'Union européenne, la communauté internationale qui est responsable de l'enlèvement d'Adar qui s'est fait pendant ce cessez-le-feu. Alors, attendez un instant, laissez-moi parler. Nous avons fait un travail incroyable. Ce n'était pas notre travail à le faire, c'était l'État qui devait le faire. À l'ONU, au Conseil pour les droits de l'homme, il y a eu une décision 2474 de l'ONU que partout dans le monde où il y a des conflits, la première chose qu'il faut faire dans les accords qui se font après les conflits, c'est de faire revenir les personnes otages. Et les responsables, ce sont les États qui signent les accords économiques, cessez-le-feu, pour construire la paix. Nous avons été chez le secrétaire général de l'ONU qui a donné des ordres à Mladenov. Mladenov nous a dit oui, nous devons le faire. On a été à la Maison Blanche, on a été au département d'État. Oui, ils étaient d'accord avec nous. On a réussi à réunir toute la communauté internationale qui dépense des milliards pour Gaza et qui ne vient pas dire voilà ce que je veux, qui ne le dit pas, c'est le Premier ministre Netanyahou. Et là, c'est simplement une débandade de valeurs. Et c'est pas économique le problème, c'est un problème de valeurs. Comment on peut construire 2 hôpitaux alors que Hadar a été enlevé dans un hôpital
capitale. Hadar, vous l'avez vu dans le reportage d'Ilana Dayan, Hadar est probablement encore là-bas. Alors, on peut dire d'un côté, ah non, on n'a pas d'autre solution que de libérer des terroristes, alors on ne peut rien faire. Alors qu'est-ce qu'on va me dire? Oublie ton fils, je suis une mère, je ne peux pas oublier mon fils. Et je pense à toutes les mères qui envoient leur fils chaque jour et que chaque jour on essaie d'enlever des soldats sur la barrière de sécurité. Il faut que quelqu'un fasse exploser ce ballon en disant ça n'est pas supportable, il ne faut pas libérer de terroristes, il faut faire un accord d'échange de prisonniers, comme c'est toujours le cas à la fin des combats en Israël. Et bordure protectrice ne peut se terminer tant que Oron et Hadar n'auront pas été rendus. Et c'est exactement que c'est. Et donc on voit qu'il y a des milliers de roquettes et des ballons incendiaires qui sont lancés chaque jour. Rien ne s'arrêtera. Travaillez face au Hamas en leur disant faites-nous des promesses et tenez vos promesses. Nous savons que ça ne marche pas. Et n'essayez pas de faire croire ça aux habitants de la zone autour de Gaza parce que ce sont nos amis et ils ne le croient pas. Il faut briser ce paradigme. Il faut d'abord faire rentrer ces soldats. Première condition sine qua non en disant cette équation est terminée. Vous voulez obtenir des choses, alors donnez ce qu'il faut. Je voudrais réagir. Je n'ai aucune discussion avec Madame Goldin. Elle a parfaitement raison. Et ça là va de soi. Et ça devrait aller sans dire. Quand je dis la seule option, ce n'est pas parce que je crois que c'est la seule option, mais c'est parce que c'est le type de comportement qui ont été adoptés au fil du temps, qui est complètement distordu. Je suis d'accord. Moi aussi, mon fils est sur le front. Moi aussi, je suis inquiet. Bien entendu. Et ce sont des craintes quotidiennes que nous vivons, de jour comme de nuit d'ailleurs. Et je pense que ces conditions auraient dû être déterminées et être déclarées et exigées par l'État d'Israël dès le débat, sans autre option de retrait ou de changement dans leur puissance. Et ce qui s'est fait au fil du temps, avec les années qui sont passées malheureusement, c'est une sorte de flexibilité qui est influencée aussi, entre autres, par la question de la dissuasion. Que faire? Israël se dit, est-ce que je fais assez de dissuasion ou pas? Et le point de vue doit être celui de l'ennemi et pas votre point de vue sur votre dissuasion de l'ennemi. Et je pense qu'on est dans une situation très problématique parce que cette histoire tragique, atroce même, frustrant et tellement intolérable risque d'avoir des conséquences pour la suite. Et là, l'État aurait dû fixer des limites très claires que l'on ne dépasse pas. Et lier, comme ça a été le cas au début, cette condition à d'autres aspects d'un accord potentiel. Ce qui s'est passé au fil du temps, c'est que les autres intérêts ont influencé cet intérêt-là qui aurait dû être primordial. Et quand un gouvernement vérifie tels et tels intérêts et gère cette politique, eh bien, il cherche à trouver un équilibre et c'est un équilibre qui a été perdu. Alon et Léa, puisqu'on parle d'intérêt, on est à la veille d'un troisième tour d'élection. Il y a des intérêts en présence et cette histoire en fait partie notamment. Est-ce que vous pensez que la population israélienne, elle peut vous aider dans cette affaire, vous soutenir plus que ce qu'elle n'a fait jusqu'à présent? Évidemment, je pense qu'après ce qu'a dit Alon, tout ce que vous avez dit, tout ce que l'on dit à propos de Hadar n'est pas le problème, mais c'est la solution. C'est exactement ce que nous voyons avec les élections, qui transparaît cette cassure dans la société israélienne. On appelle les citoyens qui vont aller voter, parce que là, nous avons le même Premier ministre qui a envoyé mon fils à Gaza, Monsieur Bibi Netanyahou. Je lui demande, c'est votre occasion de faire vos preuves. C'est ce qui est unificateur pour Israël. Les soldats sont ceux de la population d'Israël sans différence de camp politique. Je parle avec le ministre de la Défense Bennett que j'ai rencontré il y a 2 semaines et qui a toujours juré ses grands dieux qu'il combattrait dans le cabinet de sécurité ouvertement pour qu'on ne donne rien au Hamas, on ne cède rien au Hamas sans faire revenir les otages, soldats et civils. Et il y a 1 mois, nous avons rencontré le Premier ministre en
face à face et il nous a dit il n'y aurait pas d'accord sans retour des soldats. Alors c'est quoi ça si ce n'est pas un mensonge? C'est pas un mensonge pour moi, c'est un mensonge aux soldats de Tsahal. Et là je sens qu'à court terme, je me bats pour faire revenir mon fils, mais sur le long terme, c'est pour défendre le sang de nos soldats. Et je n'irai nulle part sans nos soldats. C'est notre trésor le plus cher. Voilà, et les valeurs de cette armée israélienne. Merci beaucoup Léa Goldin, à vous d'être intervenue ce soir sur notre antenne. Alon Eviatar également, merci à vous.